On va reprendre. J'en profite le temps que tout le monde s'installe. J'aurai peut-être pas le temps de le faire tout à l'heure, donc faire ma conclusion tout de suite. C'est mieux comme ça. Donc, je voulais d'abord remercier tous nos partenaires là, qui nous ont permis d'organiser l'événement, à commencer par l'hygiène, la RGD, les services de l'État au travers du secrétaire général aux affaires régionales. Ils ne sont pas là, mais on les remercie. Vous leur ferez passer le message quand ils seront là, que je l'ai bien dit. Voilà. Les équipes du CREG, qui pour la Biennale se résument à une personne. Donc, on va l'applaudir bien fort et puis elle va se lever, elle va se faire remarquer. Marie. Voilà. Un peu plus fort. Encore. Bon, merci pour elle. Non, elle a fait un sacré boulot. Merci aussi aux intervenants qui ont été nombreux, comme vous l'avez pu le constater, qui pour certains sont venus de loin. Merci à la délégation de GRDF qui sont venus en force. Ils ne sont plus là, ils sont partis faire un séminaire cet après-midi, mais qui sont venus à plus de 20 de toute la France. Je crois même d'Anglet, de Nantes, de Paris, enfin bon, bref. Voilà, et puis d'être venus aussi nombreux malgré les conditions météo qui étaient pour certains pas très bonnes. On a eu quelques désistements, mais quand je vois cette assemblée, elle est plutôt magnifique. Donc merci à vous d'être venus. Et puis on remet le couvert dans 2 ans. Même si, alors il y en a certains, ils nous disent Biennale, attends, la dernière c'était quand 2019, là on est en 2024, tu sais compter? Oui, mais en 2019, 2021, on a fait les Geodata Day à Grenoble. C'est pour ça qu'on avait fait l'impasse. Voilà, ce qui explique que... Ah oui, on a eu des petits problèmes de salle, ça devait être en décembre, finalement c'était en janvier. Bref, donc la prochaine, elle ne sera pas en 2024, mais elle sera en 2025. Voilà, enfin pour brouiller les pistes. Je ne sais pas si vous avez tous compris, mais c'est pas grave. Voilà. J'invite donc le représentant de Météo France à me rejoindre pour un bulletin météo. Et alors on me souffle. Et merci évidemment à Nathalie pour l'animation des tables rondes. Oui. Qui ont été menés de main de maître. Et ça m'a bien soulagé de pas avoir les animés. Donc merci à toi et puis ton professionnalisme. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors ce sera plutôt un bulletin climatique qu'un bulletin météo pour moi cet après-midi. Enfin en tout cas c'est le thème que les organisateurs que je remercie ont choisi pour mon intervention de cet après-midi. Ces organisateurs ont été exigeants puisqu'ils m'ont demandé d'intervenir sur le changement climatique, sur les données, sur la valorisation des données collectées par Météo France. Et donc le sujet est relativement large. Donc j'ai concaténé un certain nombre de planches pour préparer cette intervention. Je défilerai certaines rapidement, sachant que cette présentation sera disponible sur le site internet du séminaire. Donc vous retrouverez son contenu par ce site si je crée un peu de frustration en allant vite compte tenu du temps limité qui m'est imparti. Et donc je commence tout de suite. Il y a eu une petite déformation là. Voilà, ça passe mieux comme ça. Merci. Un petit rappel sur les statuts de Météo France là, qui prévoit bien la contribution à la mémoire du climat et à la prévision du changement climatique, ainsi que l'élaboration d'outils en soutien aux politiques publiques d'adaptation au changement climatique. Donc Météo France, ce n'est pas que la prévision du temps qu'il va faire demain ou la semaine prochaine, c'est aussi un certain nombre de missions associées à la climatologie. Je commencerai d'abord par un rappel historique. Donc l'image que vous voyez projetée à l'écran, en fait, c'est le naufrage du navire amiral français Henri IV en 1854 pendant la guerre de Crimée. Donc il y a une grande partie de la flotte franco-britannique devant Sébastopol qui a péri dans le cadre d'une tempête importante, une tempête qui aurait pu être prévue puisqu'elle a traversé
grande partie de l'Europe avant de mettre à mal cette flotte. Et ce retour d'expérience, finalement, a conduit Urbain Le Verrier, qui est considéré comme l'un des fondateurs de la météorologie moderne, à mettre en place un réseau de collecte de données et d'échange de ces données par les progrès du télégraphe à l'époque. Et vous voyez en bas à droite, en 1863, la première carte isobarique produite à partir de ces données. Alors, depuis le 19e siècle et le télégraphe, on a fait un certain nombre de progrès et on a maintenant un grand nombre de données d'observation à notre disposition pour prévoir le temps et apprécier le changement climatique. Ces données nourrissent nos modèles de prévision numérique du temps. Elles alimentent également un certain nombre d'usagers météo-sensibles et nous permettent d'observer des séries longues pour rendre compte du climat passé et caler les modèles qui permettent de projeter les climats futurs. Ces observations en fait, sont de différentes natures, à la fois au sol, en mer, en altitude, et également viennent d'un certain nombre de radars qui appréhendent les données de précipitation ou de foudre. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ces données nous viennent de plus en plus des satellites. Et vous voyez donc le graphe en bas là, qui montre que depuis une dizaine d'années, la part des données satellitaires représente à peu près la moitié des données qui nourrissent nos modèles de prévision numérique du temps. Sachant que ces données sont à la fois donc collectées par Météo France, mais aussi par d'autres organismes météorologiques dans le cadre et on en bénéficie dans le cadre des échanges d'informations entre organismes à l'échelle internationale. Donc, quelques illustrations chiffrées des données qui sont collectées, à la fois en superficiel, avec notamment notre réseau de stations Radom de référence, donc 700 stations automatiques en métropole, des données également de stations embarquées sur des navires, des bouées dérivantes, des radiosondages en altitude, 33 radars en métropole, plus un certain nombre de stations de référence climatologiques. Donc l'ensemble de ces données sont capitalisées à des pas de temps différents, mais nourrissent les calculateurs qui sont centralisés à Toulouse. Et donc ces données nous permettent de rendre compte des changements de température sur des périodes longues, donc plus 1,7 degré depuis l'ère pré-industrielle constatée à l'échelle de la métropole. On voit une accélération importante de cette augmentation de température sur les dernières années. Une accélération également importante du nombre de vagues de chaleur observées l'été, puisque sur 46 vagues de chaleur recensées depuis 1947, 22 ont lieu depuis 2010. Et sur les 10 dernières années les plus chaudes, mis à part 2003 et la canicule qui est restée dans toutes les mémoires, l'ensemble des autres années les plus chaudes sont apparues depuis 2010. Donc on est vraiment sur une accélération. Au niveau des précipitations, eh bien, on n'observe pas de signal marqué d'évolution des précipitations à l'échelle annuelle. Il y a des variations à l'échelle saisonnière, comme par exemple moins de précipitations l'été, plus de précipitations l'automne, mais en tout cas le bilan annuel est globalement neutre avec une légère augmentation sur la partie nord de la métropole et une légère diminution au sud. Et on constate une augmentation des événements de pluie extrêmes, plutôt au niveau du pourtour du bassin méditerranéen, comme l'illustre le graphe en bas, avec une augmentation de plus 30% environ des jours de précipitations intenses sur les 30 dernières années par rapport aux 30 précédentes. Ce qui change également à la faveur d'une augmentation de température, c'est le bilan hydrique et donc la disponibilité de la ressource en eau. Ça a déjà été dit par des interventions précédentes. On a des phénomènes d'évapotranspiration plus importants avec l'augmentation des températures et donc indisponible de la ressource en eau.
qui baisse. Donc, par exemple, sur un département comme l'Isère, moins 116 mm à l'échelle annuelle, c'est environ 10% de disponibilité de ressources en eau en moins. Comme il fait plus chaud, eh bien, il neige moins, à peu près moins 12% de baisse du manteau neigeux par décennie sur les dernières années, moins 45% de manteau neigeux entre 2001-2020 par rapport à 1961-1980. Donc moins de manteau neigeux, c'est donc également une eau qui n'est plus disponible pour le soutien d'étiage l'été. Un effondrement marqué également du volume des glaciers. Ça a déjà été illustré sur la commune de Tignes tout à l'heure. On le retrouve également sur d'autres glaciers à l'échelle de la région ou au niveau de la métropole. Bon, ce qu'on observe au niveau national, on l'observe également au niveau mondial, avec donc une augmentation des températures, un réchauffement global qui est plus important sur les terres que sur les mers et qui est plus important vers les pôles. Voilà. Donc ces différentes données historiques nous permettent de caler des modèles de projection climatique. Ce sont les travaux du GIEC. Donc, je suppose qu'ils sont maintenant bien connus du grand public. Je ne vais pas m'y attarder. Donc ces travaux du GIEC nous donnent un certain nombre de projections de référence en augmentation de gaz à effet de serre, traduit en augmentation de température. Le scénario le plus extrême en haut nous donne un réchauffement de 4 à 5 degrés à l'horizon de la fin du siècle, correspondant à une multiplication par 2 des émissions de CO2 à l'horizon 2050. Et le scénario tout en bas, c'est le scénario optimiste des accords de Paris, limitant le réchauffement à 1,5 degré, mais supposant d'avoir en 2050 la fin des émissions de gaz à effet de serre. Une fois qu'on a ces modèles globaux, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de faire une descente d'échelle et de regarder plus finement sur nos territoires ce que signifie le changement climatique. Donc on a des modèles régionaux qu'on couple aux modèles globaux, et lorsqu'on les corrige d'un point de vue statistique, on arrive à obtenir des descentes d'échelle qui nourrissent un certain nombre de services climatiques et donc qui peuvent contribuer à l'élaboration des politiques d'adaptation sur les territoires. Le premier service climatique que je voudrais mettre en évidence et qui a déjà été cité pendant cette journée, c'est le site DRIAS, donc, qui donne les scénarios climatiques RCP 8.5, 4.5 et 2.6 aux horizons temporels 2030, 2050, 2100. Sur un certain nombre de paramètres comme la chaleur, le froid, les pluies extrêmes, la sécheresse estivale, les vents. Et donc en quelques clics, on peut finalement scénariser ces différents indicateurs à partir de l'ensemble des modèles disponibles sur ce site DRIAS. Autre service, Climat HD, qui est peut-être plus accessible et qui donne une visualisation plus simple à l'échelle régionale d'un certain nombre d'indicateurs, à peu près les mêmes. Vous voyez une illustration, par exemple, vers le graphe du milieu sur les vagues de chaleur et l'évolution de ces vagues de chaleur sous différents scénarios, ou alors des évolutions de sécheresse, d'indicateurs de sécheresse des sols. Donc tout ça est bien sûr librement disponible sur le site Climat HD. Climadiag commune, qui est basé sur l'idée d'infographie en bulle assez simple sur certains paramètres, comme ici en illustration pour la ville de Lyon, sur l'évolution du cumul de précipitations ou sur le nombre de jours de sol sec, avec une variation entre les différentes saisons, voilà, et à différents horizons. Le dernier né, c'est le site Canary France, qui est plus tourné vers les utilisateurs agricoles et donc la fourniture d'un certain nombre d'indicateurs agroclimatiques pour différentes filières agricoles.
On a aussi une valorisation des modèles par des démarches territoriales de type diagnostic, études. Je ferai à ce titre 2 illustrations. La première avec l'outil ClimSnow, où on couple finalement les projections climatiques avec des modèles de neige. Une représentation également d'un domaine skiable sur sa topographie ou sur ses caractéristiques en termes de pistes ou d'enneigeurs. Et on sort ensuite un traitement statistique de la fiabilité de neige à différents horizons et spatialisé également à l'échelle du domaine skiable. Donc on a aujourd'hui 2/3 des stations, enfin des domaines skiables de la région qui ont eu recours à ce type de modélisation, notamment pour valider des perspectives d'adaptation, d'investissement ou d'évolution de leur stratégie touristique. Autre exemple, au niveau des îlots de chaleur urbains, avec un modèle à maille fine 3D qui permet de conduire un diagnostic du phénomène à l'échelle d'une agglomération et de tester des scénarios d'adaptation et d'atténuation du phénomène d'îlot de chaleur. Illustration ici au niveau de la métropole de Marseille avec simulation, vous voyez, entre la gauche et la droite, des effets d'atténuation des îlots de chaleur d'un parc urbain. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être produites à la demande. Quelques mots ensuite sur la TRAC. Alors la TRAC, c'est un sujet 2023, puisque il a été demandé à Météo France d'établir une trajectoire de référence pour les politiques d'adaptation au changement climatique. C'est notamment la trajectoire qui sous-tend le futur plan national d'adaptation au changement climatique. L'idée de cette trajectoire de référence est de prendre un scénario parmi d'autres. C'est un peu conventionnel comme approche, et de se dire que c'est la référence pour les politiques d'adaptation. Donc ce scénario suppose un réchauffement planétaire de plus 3 degrés à l'horizon de la fin du siècle, donc c'est un scénario, on dirait, intermédiaire, ce qui signifie plus 4 degrés à l'échelle de la métropole, par rapport à l'ère pré-industrielle. Ramené à notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, avec une médiane de température aujourd'hui de 9,7 degrés, ce serait plus 3,7 degrés à l'échelle de la fin du siècle, auquel, alors, par rapport à la période de référence 76-2005, auquel il faut rajouter les plus 0,8 degrés de réchauffement entre cette période de référence et l'ère pré-industrielle. Donc on serait en Auvergne-Rhône-Alpes sur un réchauffement légèrement supérieur à la moyenne nationale des 4 degrés. Ce qu'on peut se dire, c'est que l'année 2022, qui est la plus chaude aujourd'hui recensée, serait à l'échelle du milieu de siècle 2050 une année normale. Au niveau des précipitations, cette TRAC conduit à une augmentation de précipitations l'hiver, plus 19%, et moins 21% de précipitations l'été. Donc un approfondissement finalement assez net des tendances qu'on peut déjà observer aujourd'hui. Titre d'illustration, l'été 2002, qui a été le deuxième année le plus sec depuis l'année 2000, eh bien, serait un été normal à la fin du siècle selon la TRAC. Puisque la question des événements extrêmes est également, fait également partie de nos travaux de cet après-midi, une illustration sur les nombres de jours de pluie intense, avec une augmentation de ces nombres de jours de 9 à 11% respectivement au milieu et fin du siècle. Donc on est sur des augmentations d'événements extrêmes de moindre ampleur que ce que j'ai évoqué précédemment, mais avec une évolution néanmoins marquée toujours dans le même sens selon la TRAC. Donc je rappelle, plus 4% à l'horizon de la fin du siècle sur une moyenne métropolitaine de 12,9, c'est plus 30% d'augmentation de température.
pas plus 4 degrés par rapport aux 35 degrés qu'on peut avoir l'été. C'est vraiment plus 30% d'augmentation en moyenne à l'échelle de l'année, donc c'est des choses tout à fait significatives. Et puis un dernier mot sur les données publiques de Météo France et la mise à disposition des données, puisque depuis le 1er janvier 2024, il y a eu des changements importants avec un élargissement des données mises à disposition. Ce qui était déjà disponible très rapidement l'an dernier, ce sont les résultats des modèles de prévision numérique du temps. Ce qui était également déjà disponible, j'en ai parlé, ce sont l'ensemble des données portées sur le site DRIAS. Et puis son petit cousin que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais j'en profite pour le mentionner maintenant, DRIAS-O, qui est l'équivalent de DRIAS avec les mêmes types de scénarios, mais sur les projections hydrologiques de la métropole. Ce qui était déjà également disponible, c'était le jeu de données MétéoNet, sur le site du même nom, avec des données de mosaïque radar et de données station. Ce qui était également disponible sur les données de la vigilance, ainsi qu'un certain nombre de données sur la nivologie, le risque avalanche ou encore les vagues de submersion. Donc le contexte a évolué, notamment par la mise en œuvre de la directive High Value Datasets de 2019, avec une volonté de mettre à disposition le maximum de données au 1er janvier 2024, de le faire gratuitement, et de mettre également à disposition un pack de données climatologiques de référence, notamment en appui à l'élaboration des PCAET ou des politiques d'adaptation territoriale. Et donc depuis le 1er janvier 2024, sont librement accessibles l'ensemble des données stations de la métropole, donc de 2000 stations de référence à pleine fréquence, à partir de notre portail API. L'ensemble des données radar également à toute fréquence, donc c'est-à-dire un pas de temps de 5 minutes, par API également. L'ensemble des données climatologiques à toute fréquence disponible depuis le portail météo.data.gouv.fr. Et enfin, je termine avec le pack de données climatologiques de référence, où vous retrouverez dans ce pack toutes les données mensuelles sur des séries longues homogénéisées, les données quotidiennes des séries de référence et également un certain nombre de données spatialisées issues des modèles régionaux de descente d'échelle que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, j'en ai terminé. Alors je n'ai pas parlé d'intelligence artificielle, mais il y a beaucoup de travaux actuellement en cours sur l'intelligence artificielle qui auraient pu mériter d'être évoqués également en matière de météo. Beaucoup de travaux au niveau international, européen et national, mais ce sera peut-être pour une prochaine biennale de l'information géographique sur ce thème de l'IA. Et puis, je terminerai mon propos en vous invitant à la prudence, puisqu'on reste quand même sur une période météorologique perturbée, avec des chutes de neige attendues. Donc, soyez prudents sur vos chemins de retour. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça va ouvrir plein de possibilités. C'était attendu, cette ouverture des données de Météo France. Ça y est, on y est. Donc, on va en profiter un maximum, même si la tendance est plutôt à la déprime. Du coup, on me dit à l'oreillette que j'ai oublié de remercier des gens, et notamment la région qui nous accueille dans ce superbe écrin. J'en profite pour remercier les gars de la régie, alors qu'on ne voit pas, mais ils sont là, donc on peut les applaudir aussi. Et puis souligner aussi que les agences d'urbanisme ont participé également au comité de programme. Là, Fabrice s'y attendait pas, il se redresse tout d'un coup. Donc merci également à eux d'avoir contribué à l'élaboration de ce programme.